Cher, vous nous parliez de différents champs. Une question nous vient à l'esprit, c'est le champ économique qui a été votre cursus académique. Pourquoi vous dirigez vers ce champ-là et pouvez-vous nous en dire un peu plus par rapport à ce domaine? Alors en réalité, c'est-à-dire mon histoire avec l'économie, elle est beaucoup plus profonde que ça. C'est-à-dire ce n'était pas simplement le premier choix le premier champ d'études que j'ai choisi pour qu'il soit la première concrétisation de la deuxième phase de mon enseignement, c'est-à-dire la phase de l'application, après avoir terminé la phase théorique de l'enseignement aux étudiants réformés. C'était plutôt le contraire, parce que tout à l'heure j'ai parlé de mon choix de la jurisprudence. Bon. Pourquoi c'est pas simplement parce que c'est la réalité objective extérieure qui m'a dicté ça, oui, ça c'est une cause, mais essentiellement parce que c'était un impératif qui m'a été dicté par mon statut d'étudiant en sciences économiques déjà. L'année dans laquelle j'ai commencé le cycle de spécialisation en jurisprudence, c'était la deuxième année de mon cursus économique. Pourquoi j'ai choisi le cursus économique? Ça, il faut savoir que le premier et le plus grand défi qui nous a été lancé par nos détracteurs, nous, les étudiants se réclamant de l'islam rénové, le principal défi, c'est de présenter ce qu'on appelle l'alternative économique. On nous accusait, nous, d'être incapables de donner une alternative économique. Alors, entre-temps, la révolution iranienne est apparue et il y a eu une véritable invasion culturelle, comme je l'ai dit déjà, avec ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Le côté positif, c'était il nous apportait déjà des réponses toutes faites à des questions ou à des défis qui ont dû avoir lors de leur parcours d'évolution eux-mêmes. Alors on a trouvé toute une littérature, bien sûr, qui n'était pas toute à apprendre. Il y a beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses à laisser à côté, mais toute une littérature déjà toute prête. Et donc, j'étais appelé à lire ça, et c'est ce qui m'a poussé à faire de l'économie une spécialité, une carrière, parce que j'ai découvert, dès mes premières lectures, que toute la littérature se réclamant de l'islam et prétendant avoir une alternative économique, c'était une littérature qui n'était pas forcément scientifique. C'était plutôt quelque chose de sentimental, et quand les sujets qui étaient donc par nature, qui étaient scientifiques, elles sont traitées d'une façon non objective des fois. Et le seul qui va attirer mon attention avec son objectivité, son exhaustivité et surtout son pouvoir inouï d'analyse, c'est feu Mohamed Baqir Sadr. D'ailleurs, son exécution en 1980 l'a rendu très célèbre et tout le monde avait entendu parler de lui à partir de cette fameuse date-là. À côté de lui, il y a un autre homme aussi qui a été exécuté pratiquement dans la même année. C'était Murtada Mutahari. Alors le premier c'est un Irakien, Murtada Mutahari, lui c'est un Iranien. Murtada Mutahari, lui, elle avait excellé, non pas en économie, par la suite, je vais découvrir qu'il avait un ouvrage économique, mais qui a été censuré par la révolution iranienne elle-même. Mais les livres qui n'étaient pas censurés et qui arrivaient et traduits en Tunisie, c'était surtout des livres de philosophie. Donc il répondait à tous les défis des matérialistes surtout. Alors, restons sur le champ économique. J'ai trouvé dans l'œuvre de Mohamed Baqir Sadr, essentiellement son grand ouvrage Notre économie, j'ai trouvé une première ébauche d'un travail de fond qui doit être parachevé.
Parce que c'est clair que l'auteur n'a pas pu le parachever, c'est-à-dire n'a pas eu l'occasion, et n'a pas eu la capacité. Il a fait beaucoup d'autres choses. Alors, je me suis dit que si je veux que ma vie soit réellement une valeur, je dois présenter quelque chose dans ce domaine-là, et c'est pour cela que j'ai choisi l'économie comme spécialité lorsque j'ai fait ma réorientation. Et en plus, j'ai choisi la jurisprudence parce que lisant Ertisabona, qui avait des incursions très visibles en matière de usul al-fiqh et en matière de jurisprudence, et donc qui a été très instructif là aussi. Là, j'ai compris qu'il fallait maîtriser ces deux champs-là, la jurisprudence et ses lois et l'économie, pour pouvoir avancer quelque chose de scientifique. Et donc, c'est pour cela que j'ai fait le cursus de sciences économiques. Et par la suite, j'ai évité, quand j'ai eu à faire une orientation au niveau de la licence, j'ai évité d'aller vers la branche management, gestion. J'ai plutôt suivi la branche développement. Donc c'était une maîtrise de sciences économiques, mention développement. Et par la suite, j'ai eu 4 recommandations pour la recherche, donc j'ai pu entrer dans le cycle de recherche appelé à cette époque-là 3e cycle, qui aboutissait à un diplôme donc de 3e cycle. Et la faculté d'économie de Sfax? Non, ça c'est à Tunis. Lorsque j'ai fini la maîtrise à Sfax, je me suis dirigé à Tunis, là où je faisais le cursus de 3e cycle en économie de développement. Et là, j'ai commencé à voir une impasse au bout du tunnel, et non pas une lumière. Pourquoi? Parce que déjà j'avais terminé mon cursus théorique zétonien, et je devais entrer dans une phase réellement pratique, c'est-à-dire je voulais parachever l'œuvre de Mohamed Bakr Sadr. Et j'ai choisi comme sujet de recherche la liaison entre la sphère de production et la sphère de répartition dans l'économie islamique. Pourquoi ce sujet-là? Parce que lui, que Dieu l'agrée, Mohamed Bakr Sadr, il croyait que ces deux sphères-là sont complètement désarticulées. Et c'était l'unique erreur que j'ai trouvée chez lui, mais c'était une erreur monumentale, parce que par la suite, personne ne pourra formuler un programme économique en partant de cette hypothèse-là, que la sphère des productions et la sphère de répartition sont tout à fait indépendants. Et donc j'ai choisi de faire, pour compléter, pour en fait faire un petit rattrapage en fait sur ce grand penseur, j'ai choisi ce sujet-là et j'ai fait le tour de tous les professeurs encadreurs. Personne n'était prêt à faire ça. Et quelqu'un m'a dit, écoute-moi, ne gâche pas ta vie. Je te conseille de créer, que c'est comme ça, de créer toi-même ton propre espace de recherche. Tu ne trouveras jamais de soutien et tu trouveras plutôt des embûches. Et bien sûr, bon, je l'ai compris et je l'ai su directement parce que les encadreurs, c'était quoi? C'était ou bien des marxistes ou alors des libéraux. Il n'y avait que très peu de libéraux. Parmi les professeurs que j'ai contactés, il y avait un seul libéral. Bon, un libéral qui ne croit pas à tout ça. Hein, donc, il n'est même pas disposé à entendre le mot islamique, tout ça. Bon, ça sonne chez lui très mal. Et le seul qui a voulu même, je me rappelle bien, c'est un professeur très vénérable, c'est le professeur Marjou. Il avait même la pensée de former une équipe qui étudie ça. Mais j'ai compris par la suite que c'est dans une autre optique. Il voulait une petite équipe de marxistes, des élèves comme lui, pour que vraiment mettre fin à cette pensée, disons, qu'il croyait dangereuse et qu'il croyait pouvoir déstabiliser donc le schéma de société qu'il avait dans la tête. C'est pour cela que finalement j'ai accepté le conseil du prof qui était un jeune prof. Il m'a dit voilà, ne gâche pas ta vie, je vois que vous avez un projet sacré et là vous allez vous salir pour rien.
et vous allez gaspiller 5 ans de votre vie. Il m'a dit la liste des sujets qui sont capables d'accepter, ça m'a fait rire. Par exemple, le problème de transport dans la ville de Sfax, le problème du tourisme dans telle ou telle autre ville. On fait une recherche pour que par la suite, le prof va faire quelques retouches, tout ça, et va la vendre par la suite. Ça ou là-haut, même s'il ne la vend pas, ça va lui permettre d'avoir de l'écoute auprès de certaines institutions. De toute façon, pour eux, ce sont les sujets pratiques qui mènent droit au but, et chaque étudiant doit gagner son pain, et donc quelqu'un qui va gâcher sa vie, donc il doit chercher son propre espace, comme on dit, d'évolution et de recherche. Et c'est ça ce que j'ai fait. J'ai dit tout à l'heure que j'ai créé une société de services, y compris donc, ce qui fait de l'édition. Et donc là, c'est l'espace que j'ai choisi pour mener à bout mes recherches. Et au bout de 4 ans, pas plus, j'ai pu terminer cette fameuse recherche. Et j'avais dans la tête, réellement, d'aller soutenir ça, ou, figurez-vous, et c'était tout à fait normal à cette époque, en Iran, voyant que je vais leur apporter, comme on dit, le lion de son oreille. On dit ça chez nous, apporter un lion par son oreille, comme ça, tirer un lion par l'oreille. Je croyais le faire là. Moi qui étais à cette époque-là, sympathisant de cette révolution qui paraissait sympathique et paraissait prometteuse et paraissait vraiment un espoir pour tous les musulmans. Et là, tout le monde était, pas moi seulement, hein, tout le monde, en particulier les dirigeants du mouvement islamique de Tunisie, tout le monde était dupé. Nous prenions même parti de l'Iran contre l'Irak dans la guerre, la fameuse guerre de 8 ans. Parce que nous considérions que Saddam Hussein était un agresseur et nous n'avions aucune idée sur ce qui se tramait à l'intérieur de l'Iran. On croyait que, voilà, tout ce qui nous provenait comme propagande, c'est la vérité. Et en plus, ce qui nous a déplu le plus, c'est la propagande française. Alors là, il faut nommer les choses par leur nom, hein. Monsieur Éric Rouleau, là, c'est le principal outil de propagande de l'Iran. Et comme j'étais un lecteur de Le Monde, du journal Le Monde, je ne peux pas ne pas sympathiser avec l'Iran dans sa guerre contre l'Irak. Et en plus, nous avons des journaux. Par la suite, j'ai compris que ces journaux-là sont peut-être, je dis bien peut-être, financés, mais je ne sais pas. Mais nous avons des journaux tels que le Maghreb qui prenaient parti d'une façon claire et nette avec l'Iran contre l'Irak. Donc il y avait tout un climat qui aidait à réfléchir dans cette direction. Et donc je faisais toute cette recherche par laquelle je démontrais l'erreur de Bahr Sadr, c'est-à-dire que réellement il y a en économie islamique une liaison fondamentale et essentielle entre les deux sphères, la sphère de la production et la sphère de la répartition, et sans cela, l'économie islamique ne pourrait jamais être une économie efficiente. Alors là, je pourrais avoir fait un grand travail. Mais bon, ça avait le mérite d'attirer l'attention vers moi. La première occasion qui s'était présentée, lorsque j'étais obligé de quitter le territoire, et à l'occasion d'une discussion avec un responsable du Centre mondial des sciences islamiques, j'ai eu une invitation là pour faire des recherches d'enseignement, pas seulement en économie islamique, mais aussi en jurisprudence malikite. Alors là, c'est un autre sujet.